Voici une menthe, un insecte fascinant qui a une mauvaise réputation pour ça. Vous l'aviez peut-être déjà entendu, lors de l'accouplement, on dit qu'elle tue le mâle avant de le manger. Pas super sympa, mais en fait j'ai découvert que ça pourrait aussi servir les intérêts du mâle. Salut, c'est Lucas. Cette pratique des menthes, on appelle ça le cannibalisme sexuel et il y a pas mal d'idées reçues ou de fantasmes autour. Comment on arrive à ce genre de comportement extrême où la femelle dévore le mâle? Ça pose question. C'est vrai que ça peut paraître pas super stratégique comme pratique. Si les femelles tuent tous les mâles, eh bien l'espèce pourrait rapidement disparaître. Et puis on a envie de savoir, est-ce que les mâles se laissent manger ou pas, et si oui, pourquoi? Pour mieux comprendre, j'ai essayé de me plonger dans la vie de ces animaux. On va parler de leurs pattes mortelles, de leurs techniques de camouflage et de pas mal d'autres aspects assez passionnants. Pour ce nouvel épisode, je me suis demandé comment marche vraiment ce cannibalisme sexuel, qu'est-ce que ces insectes y gagnent, je vous explique. Ces recherches sur les menthes, elles m'ont notamment mené dans ces coulisses du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. On a ici cette travée qui correspond aux collections de menthes. On a ici une boîte de Mantis religiosa, la menthe religieuse. Ici, on a regroupé des milliers de menthes et vous verrez qu'il y a des choses très surprenantes. Alors voyons comment marche concrètement ce cannibalisme sexuel. Les femelles peuvent se retrouver à manger les mâles, après, pendant ou juste avant une reproduction. Une fois qu'ils sont en posture de copulation, ce qui va se passer, c'est que la femelle, avec ses pattes ravisseuses, va le saisir et puis commencer à le grignoter tout simplement. De son côté, Hugues Mouret, directeur scientifique de l'association Arthropologia, m'a expliqué « Le mâle est d'abord décapité, ce qui le désinhibe et lui permet de finir l'accouplement avant de se faire manger tout ou partie. » Et vous l'avez peut-être remarqué, à cause de ce comportement, l'image de la menthe religieuse est parfois associée à des figures féminines dans des œuvres ou des affaires judiciaires par exemple. Bon, comme ça, c'est vrai que ce comportement de la menthe, il peut paraître un peu glauque, mais en fait, ça peut lui être très utile, vous allez voir. Ce cannibalisme sexuel, donc on peut l'observer chez les menthes, on peut l'observer également chez des araignées, chez d'autres insectes, chez des coléoptères, chez des gastropodes, donc des escargots, des copépodes. Mais alors, est-ce que toutes les menthes mangent à chaque fois le mâle? Et en cherchant la réponse, je me suis rendu compte que des espèces de menthes, il y en avait en fait plein, et des plus ou moins dangereuses. Quand je pensais aux menthes, celle que j'avais en tête, c'est elle, la menthe religieuse qu'on trouve notamment en France. On parle souvent de menthe religieuse et on a cette image encore une fois de Mantis religiosa, mais en fait il est connu plus de 2500 espèces de par le monde. En tout cas en France métropolitaine et Corse comprise, il y a 9 espèces différentes, essentiellement dans le sud de la France. En fait, des espèces de menthes, on en trouve partout sur la planète, sauf en Antarctique. En suivant Frédéric Legendre dans les collections du muséum, je me suis rendu compte qu'elles pouvaient avoir des formes vraiment très différentes. Voilà par exemple à quoi ça peut ressembler, ça appartient aux menthes d'une manière générale. Donc on voit cette forme avec ses expansions, c'est très particulière, ici avec le genre Philocrania. Donc là on va se rapprocher un petit peu plus des phasmes, avec ses formes très allongées, d'autres colorations avec des reflets métalliques, c'est le genre Metalliticus. Et qu'elle pouvait mesurer de 1 cm à 20 cm de long. On peut regarder Macromantis par exemple, en taille assez impressionnante. Cette espèce-ci, on peut la trouver en Guyane française par exemple. Frédéric Legendre, il m'a aussi parlé d'une autre menthe qu'il a marquée dans la forêt guyanaise. Alors que la menthe à laquelle je pense est majoritairement verte, à l'intérieur c'est des taches noires, bien voyantes, qu'elle va mettre en évidence avec une posture caractéristique qui va donner l'impression d'être un animal plus gros qu'elle ne l'est et donc ainsi potentiellement faire fuir des prédateurs. Et malgré leurs différences, les menthes partagent quand même plusieurs points communs. Une menthe se reconnaît avec certaines caractéristiques. Les premières auxquelles on pense, ce sont des pattes ravisseuses. Elles sont aussi caractérisées par exemple par la formation d'oothèques, donc c'est un groupe d'œufs qui est rassemblé dans cette oothèque justement. Mais revenons au cannibalisme sexuel. Est-ce que les femelles de toutes ces espèces tuent les mâles? En fait, dans cet article scientifique de 2018, on apprend que c'est plutôt rare dans la majorité des espèces. En 1992, un scientifique avait même tenté de faire un décompte précis. Il y avait seulement, de mémoire, 16 espèces qui étaient listées, avec beaucoup d'observations en captivité, pas forcément sur le terrain, ce qui fait qu'il y a probablement plus d'espèces qui réalisent ce comportement. Même si on double ce chiffre, ça représente une infime minorité chez qui ça a été réellement documenté en tout cas. Et donc pour ces espèces, est-ce que la femelle mange à chaque fois le mâle? Regardons la fréquence du cannibalisme sexuel chez la menthe religieuse qu'on trouve en Europe et chez cette menthe australienne. Les femelles mangent les mâles dans près d'une interaction sexuelle sur 3 en moyenne. Pour la menthe Myomantis cafra, originaire d'Afrique du Sud, c'est presque 2 fois sur 3.
Et ça, c'est même l'un des taux naturels de cannibalisme les plus élevés qu'on ait observé. Ça pose question sur le plan de l'évolution, de comment ce genre de comportement a pu être sélectionné au cours de l'évolution. Et c'est un sujet de recherche actuel pour différentes personnes. Alors pourquoi certaines menthes font ça? Quel est l'intérêt? Je me souviens qu'à l'école primaire, quelqu'un avait ramené une menthe pour qu'on puisse l'étudier. À l'époque, elle m'avait paru à la fois fascinante et assez agressive. Et selon Frédéric Legendre, c'est justement l'une des hypothèses qui pourrait expliquer que les femelles tuent les mâles. En anglais, c'est du spillover, donc une sorte de débordement, d'excès d'agressivité. On peut comprendre que cette agressivité soit sélectionnée chez les menthes puisque ce sont des insectes prédateurs. En effet, contrairement à d'autres insectes, les menthes sont des prédatrices, des chasseuses, certaines s'attaquent même à des animaux plus grands qu'elles, comme ce lézard. Pour les aider dans ces prédations, elles peuvent compter sur plusieurs attributs. Certaines menthes vont tirer profit de leur apparence de brindilles, de feuilles ou même de fleurs. Je trouve ça quand même assez fou. Les menthes fleurs vont être un peu camouflées sur une fleur justement, et puis donc vont réaliser une chasse à l'affût tout simplement. Mais on a aussi des espèces qui vont réaliser une chasse de course, où elles vont donc courir après les proies qu'elles souhaitent capturer. Les menthes, elles peuvent également compter sur leurs bons yeux et sur leurs coups flexibles, mais aussi sur leurs impressionnantes pattes ravisseuses. Sur les pattes, en fait, il y a des grands éperons, et donc ça se replie et ça permet de coincer la proie. Ça transperce et ça maintient bien, et c'est impossible une fois que c'est coincé, la proie s'en est terminée pour elle. Donc en gros, cette agressivité dont disposeraient les menthes pour la chasse, ça pourrait expliquer qu'elles s'attaquent aussi au mâle. Si on sélectionne beaucoup d'agressivité parce que c'est avantageux pour ces menthes pour qu'elles puissent simplement se nourrir, eh bien le cannibalisme sexuel serait un sous-produit de cet excès d'agressivité. Ce comportement, il est d'autant plus facile que le mâle est souvent plus petit que la femelle. Mais j'ai découvert qu'il pouvait y avoir d'autres explications. En plus de l'agressivité, il y a au moins 3 autres hypothèses principales selon Frédéric Legendre. La première, c'est que ces mâles pourraient servir de repas aux femelles. Imaginons une espèce pour laquelle il y a beaucoup de mâles à disposition alors que les ressources pour se nourrir sont relativement limitées. Dans ces cas-là, ça peut être sélectionné, ça peut être avantageux de considérer le mâle comme un repas plutôt que comme un partenaire sexuel. Et dans ces cas-là, le cannibalisme sexuel pourrait être sélectionné au cours de l'évolution. Chez cette menthe australienne, des scientifiques ont observé que la femelle ne mangeait jamais le mâle si elle avait déjà mangé avant. Mais lorsqu'elle manque de nourriture, elle mange les mâles dans 89% des cas. Lorsqu'elles ont faim, les femelles pourraient émettre des substances, des phéromones pour attirer les mâles et les manger. Face à ça, certains mâles ont développé des mécanismes pour se défendre. Par exemple, certains vont privilégier la reproduction avec des femelles bien nourries ou qui viennent de manger. Et d'autres vont approcher la femelle avec plus de précautions quand elle semble avoir faim. Vous vous souvenez de la menthe Myomantis cafra, celle qui mangeait les mâles 2 fois sur 3? Ce qui est encore plus fascinant, c'est qu'elle le mange souvent avant l'accouplement à proprement parler. Et ça ne gêne même pas forcément sa pérennité puisque les femelles de cette espèce peuvent se reproduire toutes seules. Face à ça, les mâles de cette menthe, ils ont développé une agressivité et des techniques d'attaque en vue de l'accouplement. Ce graphique, il montre que lorsque les mâles affrontent les femelles, ils s'accouplent davantage que quand ils ne se battent pas. Et du coup, quand eux réussissent à saisir les femelles, ils ont encore moins de chances d'être mangés que si les femelles les saisissent. La deuxième hypothèse, c'est que c'est une manière de sélectionner, entre guillemets, les meilleurs mâles. L'idée derrière, c'est simplement, si le mâle possède des caractéristiques avantageuses pour la femelle, eh bien alors le mâle va pouvoir se reproduire. S'il n'a pas ces caractéristiques, eh bien il peut risquer d'être cannibalisé. Ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que selon une dernière hypothèse, ce cannibalisme pourrait bénéficier à la fois à la femelle, mais aussi au mâle. En effet, selon Frédéric Legendre, le cannibalisme pourrait être une forme d'investissement paternel du mâle dans sa descendance. Pour bien comprendre, regardons ce graphique. On voit par exemple que cette menthe pond plus d'œufs lorsqu'elle a mangé le mâle que lorsqu'elle ne l'a pas mangé. Selon une autre étude, le cannibalisme sexuel pourrait augmenter le rendement reproductif des femelles jusqu'à 40%. Évidemment, si le mâle se fait manger avant l'accouplement, cette hypothèse marche moins bien. Cette hypothèse va faire sens en tout cas du point de vue du mâle si jamais il n'avait pas possibilité de se reproduire une seconde fois par exemple. On pourrait comprendre dans ces cas-là que ça pourrait être sélectionné, que se faire manger, ça va être un gain de nourriture pour la femelle qu'il vient de féconder, et donc ce gain de nourriture va permettre à la femelle d'augmenter ses chances de survie, d'avoir une progéniture nombreuse, etc. Donc c'est dans ce sens-là, avec cette hypothèse-là, on peut comprendre que oui, dans certaines conditions, ça peut être avantageux également pour le mâle de se faire manger.
J'espère que cet épisode de la grande explication, il vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce comportement dans les commentaires. En complément, je me suis demandé si les mantes étaient des espèces menacées. Les mantes sont plus diversifiées en région tropicale, comme beaucoup d'insectes, et comme beaucoup d'insectes et d'autres animaux aussi qui vivent en forêt tropicale, eh bien, le principal facteur de risque pour elles, c'est tout ce qui concerne la destruction de leur habitat, qui est une cause majeure d'extinction. En forêt, ça va être la déforestation, mais on a aussi plein d'autres zones. Chez nous, il y a de moins en moins de prairies sauvages, par exemple. Là aussi, ça va être une forme de destruction d'habitat qui fait que, eh bien, il y aura moins d'habitat propice au développement de ces insectes. Merci au personnel du Muséum national d'histoire naturelle de Paris et à tous les gens de Brut qui ont participé à cette vidéo. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur notre chaîne. En complément, vous pouvez vous abonner à la chaîne Brut et vous pouvez retrouver ici d'autres épisodes de la grande explication sur l'environnement ou les animaux. Et pour un nouvel épisode, je vous dis à la semaine prochaine.